C'est vrai qu'au Gabon, typiquement, j'avais une grosse douleur du mollet. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Covid augmente le risque de phlébite, donc de caillots de sang dans la jambe. Ouais. Et donc, c'est vrai que je me suis analysé ma jambe, mais 30 fois par jour pendant 5 jours. C'est pratique d'être urgentiste pour se soigner soi-même, alors? Alors oui et non, Ouais, je pense qu'on parce qu'on connaît aussi tous les problèmes, toutes les complications, et on connaît vite tout ce qui peut dégénérer. Bonjour à tous, notre émission Santé Plus est consacrée à la médecine d'urgence en milieu difficile et dans des pays parfois lointains, et notamment en Afrique. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau 2 médecins qui sont globetrotteuses, qui ont voyagé dans pas mal de pays et qui ont surtout exercé la médecine d'urgence. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait pour pouvoir travailler dans ces endroits qui ne sont pas toujours accessibles et dans lesquels vous n'avez pas toujours le matériel adéquat. Avec nous donc docteur Claire Laine, vous êtes médecin urgentiste et vous exercez depuis 2015, notamment à l'île de la Réunion, mais également dans d'autres pays. Vous êtes également femme de santé. Et avec nous également docteur Léla Roland. Vous êtes médecin urgentiste et vous avez travaillé à Mayotte récemment, mais également dans d'autres pays. Et vous peut-être vous apprêtez à repartir très bientôt, en attendant une prochaine mission. Donc bonjour à toutes les deux. Docteur Laine, vous avez attrapé le virus du voyage, vous avez même écrit 2 ouvrages, on en parlera tout à l'heure. Racontez-nous un petit peu comment vous exercez votre métier d'urgentiste et en voyageant, et notamment en Afrique. Eh bien, effectivement, moi je suis médecin urgentiste surtout à La Réunion, les 2 tiers du temps. Et très régulièrement, je fais des missions de 2 mois en général dans des endroits très variés. Donc ça va de la clinique en Afrique à la centrale nucléaire en Chine, en passant par le dispensaire de forêt amazonienne. L'année dernière, j'étais en Antarctique. Et donc, effectivement, c'est varié et c'est au fur et à mesure des propositions. Et j'ai pu avoir 2 séjours en Afrique, au Gabon et au Nigeria. Et comment vous avez eu ces propositions? Comment ça vous est venu, enfin, cette idée et cette opportunité de partir exercer votre métier dans ces 2 pays africains? Alors moi, je rêvais de voyager. En tant que médecin, je connaissais que l'humanitaire comme manière de voyager. Et en fait, en parlant avec des collègues, notamment dans les nuits de garde entre 2 malades, eh ben, on découvre toutes ces possibilités. Et donc là, c'est notamment un collègue qui s'appelle Ivan qui m'a parlé d'une société. Collègue médecin? Ouais. Un collègue médecin, oui. Une société qui envoie des médecins français dans les pays d'Afrique. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ces 2 missions. Et votre dernier voyage, il était en Antarctique, comme vous disiez tout à l'heure? Oui, il y a tout pile 1 an. Je suis rentrée le 8 mars de l'année dernière. Et vous, docteur Roland, donc vous aussi, vous voyagez en travaillant, donc comme médecin urgentiste. Que vous apportent ces missions et vous êtes allé où, dans quel pays en particulier? Moi, c'est un peu particulier parce que je ne suis pas encore diplômée. Du coup, pour le moment, j'ai essayé d'utiliser soit mes vacances, soit j'ai aussi pris un semestre de disponibilité, donc une pause pour me permettre de voyager. Vous êtes interne encore? Je suis encore interne. Vous n'avez pas encore soutenu votre thèse? J'ai soutenu ma thèse, mais il reste une dernière année de stage 100% en temps de travail à l'hôpital. Moi, ce que ça m'apporte, c'est beaucoup de choses. Déjà, je suis toujours en train d'apprendre, donc ça me permet de voir beaucoup de médecines différentes, ce qui est, je pense, très intéressant pour ma formation. Et c'est plutôt humainement, je trouve que c'est très intéressant d'aller dans des pays, surtout ces pays ou ces endroits qui sont réputés dangereux, parce qu'on apprend énormément la solidarité, l'entraide, et je trouve que c'est une ouverture d'esprit qui est absolument incroyable, et je pense que pour moi, c'est nécessaire en tout cas. Et votre pratique médicale à toutes les 2, et je suppose, est différente de celle que vous pourriez avoir dans un CHU sur la métropole ou un CHU à La Réunion. Alors, en quoi elle est différente? Docteur Laine? Eh ben, typiquement, c'est le fait de s'adapter. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le scanner sous la main, on n'a pas tous les médicaments. Et donc, il faut jongler entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on peut faire. Même au niveau des soignants, par exemple des spécialistes. Par exemple, moi, je me suis retrouvée avec un patient intubé, donc réanimatoire, et il n'y avait pas de réanimateur. Donc, j'ai dû faire comme je pouvais, et notamment appeler un ami qui était réanimateur en Angola à ce moment-là pour qu'il me donne des conseils et adapter nos soins.
Donc à distance. À distance, ouais. Mais vous n'étiez même pas en visio, vous étiez carrément au téléphone, là, pour le coup. Et ben, parfois, je lui faisais des petites vidéos du respirateur pour qu'il voit les courbes de pression et qu'il me dise règle ça, parce que moi, je suis médecin urgentiste, je ne suis pas réanimateur. Et c'est pas angoissant de travailler dans ces conditions? Et ben, en fait, on se résout au fait qu'on fait le mieux avec ce qu'on a et qu'on ne pourra jamais faire de la médecine parisienne au Gabon, bien sûr. Et vous avez déjà exercé dans des métiers en guerre et dû effectivement être urgentiste, vous occuper de personnes blessées par une guerre, enfin lors d'une guerre? Alors j'étais au Nigeria et il y a la guerre au nord-est du Nigeria, mais moi j'étais au sud-est et finalement c'était une zone où il y a beaucoup de kidnapping, mais ce n'est pas des kidnappings pour tuer, c'est des kidnappings contre rançon. Donc moi j'ai pas eu de blessure de guerre, non. Et vous, quelles sont un peu vos expériences, docteur Roland, en tant qu'urgentiste avec les moyens du bord? Moi, je pense que ce qui m'a marqué, du coup, j'ai fait que 2 territoires vraiment différents de la métropole. Moi, je fais mon internat à Paris. Paris, c'est différent même du reste de la France, honnêtement. On a tout, mais tout n'est pas dans un même hôpital malgré tout. Il y a une organisation dans la région qui est extrêmement particulière à Paris et qui est compliquée à comprendre initialement. Ce qui m'a marqué, je pense, ça a été l'Afrique du Sud où les médecins étaient extrêmement compétents. Je me rappelle que ça m'a marqué de la gestion de l'afflux de patients. Pour le coup, moi, c'est pas la guerre, l'Afrique du Sud, bien sûr, mais ce sont des blessés, ce sont des blessures de guerre, donc des afflux de patients assez importants et un manque de moyens, parce que j'étais dans un hôpital public, un manque de moyens, peu d'accès à la dialyse, par exemple, peu d'accès à des techniques un peu développées de soins, donc des systèmes D, devoir anticiper tout beaucoup plus, parce que l'erreur, du coup, ne pardonne pas dans des endroits où, si on n'a pas assez de moyens, assez de lits de réanimation, justement, c'est les patients qui vont payer le prix cher. Donc c'est une façon complètement différente de voir la médecine, mais une organisation qui était et à Mayotte et en Afrique du Sud différente de Paris, mais dans une structure qui rendait finalement la prise en charge des patients, pour moi, parfois plus simple, parce que des filières plus spécifiques, plus organisées, et quand on apprend comme moi, c'est parfois plus facile finalement. Et vous avez dû faire ce qu'on appelle du damage control, c'est-à-dire réparer, enfin je vais vous laisser plutôt l'expliquer, c'est vous qui êtes médecin, ça sera mieux. Du damage control, en gros l'idée c'est juste de... Typiquement, si on a une hémorragie, c'est d'arrêter l'hémorragie, mais on ne va pas chercher à tout réparer. Le but, c'est que la personne reste vivante, on laisse passer la période de crise et on reviendra réparer tout ce qui doit être un peu fonctionnel et tout le reste plus tard. Le but, c'est juste sauver la vie, ce n'est pas de la chirurgie précise. On essaie d'arrêter le saignement, quoi, en gros. Qui a été mis en place à la suite, en tout cas en France, à la suite des attentats donc de 2015, et qui était connu par la médecine de guerre. Oui, c'est ça. Voilà, effectivement. Et vous, est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, d'un patient que vous avez sauvé avec peu de moyens? Enfin, là, vous aviez tout à l'heure parlé d'un de vos collègues, confrères, qui était dans un autre pays et qui vous aidait à distance. Quels autres exemples vous pourriez donner? Eh ben, c'est un exemple vraiment qui m'a beaucoup touchée, moi, c'est que donc j'avais un malade qui était dans le coma, intubé à cause du Covid, avec une machine qui le faisait respirer, et il manquait de phosphore. Et on voyait ça sur la prise de sang. Et nous, en France, c'est très facile. On donne un médicament par perfusion qui s'appelle le Focitan. Et fin du problème. Et là-bas, j'ai cherché partout du Focitan. J'en ai pas trouvé. On a demandé à toutes les pharmacies de la ville. Il n'y en avait pas. Donc j'ai regardé sur Internet « aliments riches en phosphore ». Et là, je tombe sur l'œuf. Et d'accord, l'œuf est riche en phosphore. Mais en fait, mon malade avait un tuyau pour le faire manger qui allait du nez jusqu'à l'estomac. Un petit tuyau. Donc l'œuf dur, ça passe pas dans le tuyau. Donc on a mis de l'œuf cru en se disant que c'était du tiramisu sans sucre. Et finalement, ça a permis de faire remonter le taux de phosphore. Voilà, ce malade-là, ça c'est un exemple vraiment. Et puis à un autre moment, il a fait une hémorragie, il s'est mis à saigner beaucoup. Alors on appelle les 6 enfants et on demande qui veut bien donner le sang pour son père. Donc on prend le sang du fils, le sang total, tout chaud, qu'on transfuse au papa. Avec le même, évidemment, Rhésus, le même... Ouais, le même groupe Rhésus, mais c'est vrai qu'en France, jamais c'est du sang tout chaud, et puis on trie les éléments du sang, on ne transfuse que les globules rouges, pas le plasma, pas les plaquettes. Et c'est vrai que c'est vraiment... c'était un exemple très, très fort. Et vous avez sauvé ce patient avec ses 6 enfants, donc c'était vraiment une belle victoire pour vous. Ouais. Il avait 73 ans, donc il avait déjà 25 ans de plus que l'espérance de vie du Nigeria.
Mais finalement, à force de soins, ouais, on a pu le sauver. Et donc, vous avez participé aussi à une expédition scientifique à bord du bateau Marion Dufresne, au sud-est de l'Afrique. Vous l'avez raconté d'ailleurs dans l'un de vos ouvrages. En quoi consistait cette mission d'être sur un bateau comme ça? Comment vous soignez les gens Alors ce bateau, il part très 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 loin de toute terre habitée. On est à 5 jours de mer du premier hôpital. Donc l'idée, c'est de mettre un médecin à bord pour gérer toutes les urgences et aussi pour prendre le moins de risques de devoir annuler l'expédition pour rentrer en catastrophe s'il y avait un infarctus à bord. Donc moi, j'étais le médecin de bord à soigner à la fois toute la médecine du quotidien, la petite médecine générale, les angines, les grippes, et à la fois les éventuels gros problèmes qu'on aurait pu avoir. Il n'y a pas eu de catastrophe, mais il y a eu quand même un petit abcès de paupière, une inflammation du genou, plusieurs soucis comme ça. Donc il faut savoir tout sur tout. C'est un peu le prof de jamais. l'urgentiste. Par contre, on a le téléphone satellite qui passe par très loin. Et puis, allô La Réunion, les spécialistes sont à La Réunion. Et comment on peut gérer au mieux avec les médicaments qu'on a là dans le bateau. Et vous, avec les moyens de communication, est-ce que vous avez dû faire appel donc, à des confrères ou à une aide? Puisque, en plus, vous êtes encore interne, donc pas tout à fait médecin. Donc, c'est pas un peu stressant d'intervenir dans ces conditions-là? Moi, j'ai jamais été complètement en médecine en milieu isolé. Et même Mayotte, qui peut parfois souffrir d'un manque cruel de médecins, j'ai toujours eu de la chance d'arriver dans des moments où il y avait beaucoup. Enfin, j'étais jamais seule. L'Afrique du Sud, l'hôpital avait aussi beaucoup de praticiens, parfois beaucoup de praticiens étrangers parce qu'il manque énormément de personnel. Je ne me suis pas retrouvée seule. Des spécialistes en l'occurrence, vous pouviez leur demander. Il y avait des spécialistes, ouais. Mais c'est très hiérarchisé en Afrique du Sud. C'était pas à moi d'appeler les spécialistes, je devais en référer à mon supérieur qui lui devait appeler. C'est pour limiter justement le nombre d'interférences un peu. Donc j'ai pas eu trop de soucis. La seule particularité de Mayotte, c'est que à Mayotte, il manque énormément de spécialistes et on passe notre temps à appeler La Réunion. Et en fonction en fait, des spécialistes sur place à Mayotte. Donc c'est pas toujours évident, je crois, à gérer pour l'île de La Réunion. Mais bon, on a nos téléphones, ça fonctionne très bien. C'est juste, je pense, un peu lourd pour les autres hôpitaux qui ont une charge de travail supplémentaire. Mais je me suis jamais retrouvée seule. Et à Mayotte en particulier, on était beaucoup de jeunes médecins, une entraide qui était assez incroyable. Donc j'ai jamais souffert de ça. Non. Et est-ce que vous avez de temps en temps, par exemple, lorsque des confrères opéraient, des chirurgiens, est-ce qu'il y avait des opérations duplex, ce genre d'interventions qui sont quand même assez high-tech, on va dire, pour pouvoir opérer à distance avec un autre chirurgien sur la métropole ou à La Réunion? Vous n'avez pas ça à Mayotte, il n'y a pas du tout. L'Afrique du Sud, il n'y avait pas, non, ça ne s'est pas du tout développé pour le moment. Et pour vous non plus? Non plus. Vous n'avez pas eu ce type d'expérience. En revanche, vous avez accosté quand vous étiez sur le bateau Marion Dufresne au port de Durban. C'est ça? Est-ce que vous y avez travaillé? Non, c'était seulement la fin de l'expédition. Alors c'était rigolo parce c'était le début du Covid, c'était en janvier 2020. Et donc quand j'arrive à Durban en Afrique du Sud, on me dit attention. Vous ne saviez pas? On ne connaissait pas, on me dit attention qu'il n'y ait pas des Chinois qui montent à bord. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont contre les Chinois? Vérifiez que vous avez des masques, etc. Ok, on va vérifier. Et donc j'ai découvert le mot coronavirus en arrivant à Durban en Afrique du Sud. Et puis quelques semaines après, tout était confiné. Et vous avez pu quand même bouger, rentrer à La Réunion? Quelques jours de visite en Afrique du Sud avant de regagner l'hôpital public de La Réunion, ouais. Et comment vous êtes rencontrées toutes les deux? Vous connaissiez, donc c'est grâce effectivement au fait que vous connaissiez, que vous êtes toutes les deux sur ce plateau. Racontez-nous un peu comment vous êtes rencontrées. Du coup, quand on s'est rencontrés, moi, j'ai toujours beaucoup voyagé avec ma famille. En particulier, je pense que j'ai été piquée par moi, j'ai toujours eu envie de voyager. J'avais fait un Erasmus en Espagne. À l'époque, je voulais rester vivre en Espagne, mais je m'étais dit que j'allais m'ouvrir les portes de l'international et j'allais essayer de trouver un moyen, même si on m'avait dit que c'était très compliqué de lier mon métier et ma passion du voyage. Et j'avais cherché à l'époque, c'est pas si fréquent que ça finalement en fait. Des médecins voyageurs, c'est pas si fréquent, difficile à trouver, surtout dans les hôpitaux, les personnes qui ont des parcours un peu conventionnels, surtout dans les hôpitaux parisiens, qui sont des gros hôpitaux universitaires souvent. Et j'avais cherché sur Facebook des informations et j'avais posté un commentaire tout simplement en demandant des conseils pour réussir à s'ouvrir les portes du voyage, de l'international, d'expériences à l'international. Et Claire, elle m'avait gentiment répondu et m'avait appelée en m'expliquant qu'elle avait eu la chance, elle, d'avoir un mentor, quelqu'un qui l'avait aidée pour
pour réussir à réaliser, bon, je ne sais pas si c'est ses rêves, mais en tout cas, ouais. Si. Et voilà, c'est sur cette page Facebook qu'on s'est rencontrés, puis après elle m'a fait découvrir d'autres choses, dont la Soframi, d'autres associations, et grâce à ça, après moi je suis partie en Afrique du Sud, puis à Mayotte, déjà. La Soframi, Société française de médecine en milieu isolé, parce qu'on est quand même un petit groupe de médecins voyageurs. D'accord, donc c'est quoi, en quoi consiste cette société de médecine isolée oui. Ouais, c'est une petite association, on doit être un peu moins d'une centaine, qui est assez récente, ça doit être 2019 le début. Et donc l'idée c'est avant tout d'être un réseau de médecins voyageurs et de partager nos expériences. Voilà, il y a un site internet qui vient d'être créé et puis une formation à Caen là, qui vient d'être créée aussi pour nous former à s'adapter au terrain et à gérer sans scanner et sans... Typiquement, ça nous former à la dentisterie aussi, ce qu'on n'apprend pas du tout pendant les études de médecine. Ouais. À la dentisterie, puis peut-être aussi d'être à la fois psy, d'avoir énormément de casquettes pour pouvoir exercer votre métier dans ces milieux-là. Ouais. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'Afrique du Sud, vous parlez bien anglais, parce que pour exercer dans un hôpital où tout le monde parle anglais, il faut avoir quand même aussi un bon niveau en langue pour être des médecins urgentistes comme vous. Ouais, justement, je parlais mal anglais et c'était un des objectifs. Moi, je m'étais donné pour but pendant mon internat de me donner une première expérience dans un pays anglophone. Pour justement gagner ces skills-là. En plus, l'anglais médical, c'est pas exactement le même. En médecine, on utilise... expertise, on va dire. Ouais, on utilise beaucoup d'acronymes, des choses comme ça. Donc, je savais que c'était très important que je le fasse avant la fin de mon internat si je souhaitais directement en post-internat pouvoir voyager. Donc c'est pour ça que j'y tenais absolument. Moi j'ai une anecdote à ce sujet, c'est que je suis pas très bonne en anglais. Et mon malade, il fallait l'aspirer, donc avec une machine pour aspirer. Je ne savais pas comment dire l'aspirateur en anglais. Ouais. Je disais, please, can you give me the... Et voilà comment on se débrouille malgré tout, même sans être très bon en anglais. D'accord, et les gens vous comprennent, voilà. Bah en fait, on finit par se faire comprendre, ouais, je pense. Et à Mayotte, compte tenu de la situation sanitaire difficile, c'était pas trop difficile, enfin donc d'exercer dans ces conditions, parce que c'est pas là pour le coup c'est un milieu extrêmement difficile. Je sais pas comment vous décrire Mayotte. C'est très particulier cette île. Encore une fois, j'ai eu de la chance. J'ai toujours été à Mayotte dans des moments où il y avait un nombre au moins suffisant de médecins. Je crois qu'on a quasi, à part la post-cyclone, le cyclone a motivé énormément de personnes à venir aider. Je pensais au cyclone, vous n'étiez pas à ce moment-là. J'ai réussi à y aller sur mes vacances un petit peu après. Et donc là, après le cyclone, c'est passé comment ? L'hôpital a souffert énormément, et on voit que les toitures, tout ça, les murs sont imbibés d'eau, enfin, l'hôpital a souffert. Mais on était en effectif complet au moment où j'y étais. Il y a un ami à moi qui essaye de remonter le service, et que ça fait Xavier Hubert, que je salue. J'espère qu'il y arrivera. Il a fait un énorme travail en créant des groupes WhatsApp, en nous motivant à tous venir. Et en fait, il y a eu un immense élan de solidarité. Alors, Mayotte va manquer d'énormément de choses, en particulier de spécialistes. Pas de cardiologue sur l'île, ou de temps en temps, pas de neurochirurgien, pas de neurologue. Enfin bref, il manque de choses un peu fondamentales. Mais je vous assure que la solidarité qu'il y a sur cette île, elle facilite tout. En tout cas, dans le service de médecine d'urgence, finalement, c'est plutôt agréable c'est agréable de venir travailler. Et vu qu'il n'y a qu'un seul hôpital, on arrête de se prendre la tête avec plein de choses. Quand les patients sont graves, ils viennent ici. Quand ils ne sont pas graves, ils vont voir les médecins généralistes dehors. Ça, le parcours patient est bien scindé en deux. Plutôt carré. Et quand c'est très grave, la Réunion a toujours joué le jeu. Bon, moi, je n'ai pas entendu du tout de prendre. Donc, ils sont envoyés. Ils sont envoyés à la Réunion. Entre les services principaux, ça se passe bien aussi. Les services de médecine, d'hospitalisation de médecine, la réanimation surtout, qui fait un travail vraiment assez incroyable. Et ça, finalement, franchement, c'est un cadre de travail qui est étonnamment extrêmement agréable. Tout le monde est jeune, tout le monde est motivé, tout le monde est heureux d'être là-bas. Donc, il manque des choses, mais je pense qu'il faut y aller pour comprendre, honnêtement. Vous, Dr Laine, à quel type de pathologie vous avez été confronté qui n'existe pas, à La Réunion ou sur la métropole ou dans les pays européens ? Alors, j'ai eu un cas de paludisme vraiment sévère, un petit de 10 ans qui s'est retrouvé très très grave. Heureusement, il s'est vite amélioré. Et puis surtout, j'ai une petite de 4 ans qui vient me consulter pour une douleur du bras. Et son bras était tout gonflé. Et elle venait me montrer les radios qu'elle avait fait. Il y avait des trous partout. Et en fait, c'était une infection osseuse généralisée. Donc ce bras-là, mais en fait, c'était partout dans le corps.
Et à cause d'une drépanocytose, la Une drépanocytose, drépanocytose, c'est ouais. les globules rouges qui sont mal formés, et donc on est plus susceptible de faire des infections. Et elle, c'est vrai que ça, jamais on pourra voir ça à La Réunion ni en France. Hein. C'était très évolué. Alors on l'a envoyé au bloc opératoire et, dans la capitale. Et donc au bloc opératoire, ils font leur prélèvement. Et puis 2 semaines après, ils nous la renvoient dans notre petite clinique. Et puis le papa sort de sa poche un flacon. Et puis c'était les prélèvements du bloc opératoire. Et il me donne ça en me disant, il paraît qu'il faut que vous analysiez. Ah oui, Ça d'accord. faisait 2 semaines que c'était prélevé, inanalysable. Voilà, donc ça, c'est le quotidien inimaginable pour nous. Et après, il y a aussi l'impact des croyances. Ah oui, d'accord. Ouais. Au Gabon, il y a Mami Wata, qui est une sorcière qui vit dans l'eau. Et en fait, alors, la croyance dit qu'on est tenté de faire des pactes avec Mami Wata pour avoir, par exemple, une promotion professionnelle. Donc, c'est interdit de faire des pactes avec Mami Wata. Parce que si on fait un pacte, Mami Wata, à l'inverse, nous demande, par exemple, de faire du mal à un enfant. Donc, il y a même des militaires qui se baladent sur la plage pour nous empêcher de faire des pactes avec Mami Wata. Et donc, on s'est retrouvé avec une patiente qui avait convulsé, et puis tout le monde qui lui disait « Ah, je sais que vous avez fait un pacte avec Mami Wata, je sais !» Alors que pour moi, c'est une simple convulsion. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'impact des croyances qui est fort. Oui, qui n'est pas non plus toujours évident à gérer. Voilà. Quand on est une scientifique. Oui, en tout cas, on ne peut ouais. pas faire abstraction de ça. Ça fait partie de la culture et des soins, et on ne peut pas soigner 100% scientifique sans prendre en compte l'impact sur l'entourage et sur la famille. Ouais. Oui, puis les croyances locales, et Ouais. puis la médecine locale également, je suppose, qui vient se rajouter à vos soins. Ouais. Oui, les plantes, à Mayotte aussi. À Mayotte, je crois qu'il y a une étude qui disait que 50% des gens qui venaient aux urgences avaient déjà vu un médecin traditionnel avant. C'est incroyable. Oui. Et pour vous, quel type de cas vous avez, de personnes, on va dire, qui étaient malades et que vous n'auriez pas vu sur la métropole ou en Europe? Du coup, j'ai eu un peu de chance de me former beaucoup dans le 93, qui est un département où j'ai vraiment adoré me former. Où il y a un désert médical, d'ailleurs, qui n'est pas toujours... Oui, c'est un désert médical, mais les hôpitaux, finalement, ça... Bon, je ne vais pas faire une généralité, les urgences, c'est très compliqué, mais il y a des hôpitaux qui tournent très bien, des services qui tournent très bien. Et de par l'immigration dans le 93, ça apporte un certain lot de pathologies. Donc j'avais été initiée un petit peu à certaines pathologies, tuberculose, VIH, des paludismes, que sinon on ne voit pas trop. Donc j'avais été un peu chanceuse d'avoir quelques bases. Mais c'est vrai qu'à Mayotte, il va y avoir d'autres pathologies, en particulier en dermatologie. Vraiment, c'est compliqué, on ne comprend pas tout. Mais ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'était Johannesburg. Donc j'étais dans un des plus gros trauma centers, donc prise en charge des patients atteints de blessures traumatiques. Mais la particularité, c'était que c'était prise en charge de traumatismes, ce qu'on appelle pénétrants, donc par arme à feu ou arme blanche. Qu'on ne voit pas du tout. Et c'est vrai qu'au départ, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, quoi. La quantité de blessures graves qui nous arrivaient dans cet hôpital, c'était assez... C'était hallucinant. Et le calme des gens, du coup, parce que c'était leur quotidien. Ben oui. C'est un décalage vraiment très, très surprenant au départ. Et ouais, on ne maîtrise rien, surtout qu'en France, on nous apprend à utiliser du matériel de pointe, des pansements un peu sophistiqués, très chers. Là-bas, ils n'ont pas les moyens, donc on fait comme on peut. Est-ce que vous avez été malade l'une ou l'autre lors de vos voyages? Parce que non. Toi, non? Ah ouais. J'ai rien du tout. Plusieurs fois le Covid, un de mes Covid au Gabon. Et quoi d'autre? Et après, c'était en tourisme et Madagascar, une bonne tourista. Mais c'est vrai qu'au Gabon, typiquement, j'avais une grosse douleur du mollet. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Covid augmente le risque de phlébite, donc de caillots de sang dans la jambe. Ouais. Et donc, c'est vrai que je me suis analysé ma jambe, mais 30 fois par jour pendant 5 jours. C'est pratique d'être urgentiste pour se soigner soi-même, alors? Alors oui et non, Parce qu'on connaît aussi tous les problèmes, toutes les complications, et on connaît vite tout ce qui peut dégénérer. Ouais. Et vous pouvez nous parler un peu de vos livres, pourquoi vous êtes mis à écrire et pourquoi vous avez voulu partager un peu cette expérience-là, hormis lorsque vous avez discuté avec le docteur Roland de ce métier d'urgentiste un peu spécial, enfin un peu inhabituel, on va dire, pas spécial. Alors initialement, c'était un cadeau qu'on m'a fait. On m'a offert un petit cahier de voyage quand je suis partie en Guadeloupe, et puis je l'écrivais consciencieusement, un soir sur deux, pour raconter un peu mon quotidien, à la fois aux urgences et à la fois la découverte de la Guadeloupe. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée à bord du Marion Dufresne, donc le bateau d'expédition scientifique. Et petit à petit, je me suis retrouvée dans la forêt amazonienne. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais peut-être que ça va intéresser
d'autres personnes que moi. Et donc, je l'ai passé en version Word, je l'ai un petit peu amélioré. Et là, je l'ai proposé aux éditeurs et c'est compliqué d'être édité. Donc, j'y croyais qu'à moitié. Et finalement, j'ai les éditions Ballant qui m'ont suivi dans ce projet. Et voilà comment c'est devenu un premier livre, puis le deuxième qui a suivi et qui est paru en juillet de cette année. D'accord. Et enfin, le fait de partager ces aventures, est-ce que vous avez eu beaucoup de lecteurs qui vous ont contacté pour vous en parler et vous demander des précisions Ouais, ça c'est le côté sympa. C'est que les messages Facebook, alors beaucoup d'étudiants en médecine notamment, parce que ça s'est offert dans le milieu qui ont médical. envie de faire comme vous, c'est ouais, ça? Vous avez suscité des vocations? Même une patiente aux urgences qui m'a dit le lendemain, je crois que c'est vous que j'ai lu, que j'ai vu en livre. Et puis, et après, on m'a demandé aussi d'intervenir dans les milieux scolaires, en conférence, dans le milieu associatif, pour partager la médecine dans le milieu insolite. Donc c'est vrai que c'est super chouette. Moi, je suis contente de sortir un peu des urgences et d'aller à la rencontre d'autres populations, parfois qui n'ont rien à voir avec la médecine. Le milieu de l'enseignement, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis justement, de parler à ces ados en leur disant, mais là, c'est le moment de rêver. Et dans quelques années, de vivre ses rêves. Mais le moment à 15 ans, 16 ans, c'est vraiment là qu'on peut rêver, quoi. Et vous, comment vous pourriez, un peu brièvement, parce que l'émission va toucher à sa fin, comment vous pourriez transmettre cette passion à des plus jeunes, comme Claire vous l'a transmise il y a quelques années? Ouais, pour le moment, je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai rien fait. J'ai un compte Instagram sur lequel je mets quasiment rien. J'en parle, surtout aux gens que je rencontre. Dans les dom-toms, il y avait pas mal d'internes qui étaient intéressés. J'essaie de les aider. Je pense qu'on va monter une équipe pour retourner en Afrique du Sud, peut-être là. Voilà, c'est plutôt pour le moment, c'est de l'entraide avec du bouche à oreille. J'ai pas du tout réfléchi à un moyen de faire plus ça pour le moment. Ce plateau. Voilà, ce plateau et repartir bientôt peut-être pour toutes les deux, enfin quand vous aurez eu votre enfant, voilà, parce que vous êtes femme et vous êtes enceinte de 7 mois. Exactement, voilà. La prochaine aventure, aventure. Sans avion pour l'instant. Voilà, c'est ça, Ouais. Sans avion pour l'instant. Merci à tous, on se retrouve, et merci à toutes les deux surtout, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Santé Plus.